Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Je le fais parce que voir jouer mon équipe favorite à la télévision, c'est quand même pas pareil. Goedemorgen, bonjour. Ook vandaag geven jullie een stand van zaken van de COVID-pandemie in ons land. En daarvoor geef ik u onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Net als de voorbije dagen zien we de cijfers in goede zin evolueren. Mogelijk tekent zich hiermee de piek van de tweede golf af. Het aantal besmettingen daalt licht verder en ook de ziekenhuisopnames lijken voor het eerst licht te dalen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt wel nog toe, maar het tempo vertraagt. Het aantal sterfgevallen is nog steeds erg hoog, maar ook hier zien we het tempo lichtjes vertragen. Het is duidelijk dat onze inspanningen beginnen te werken, maar de weg naar beneden is nog lang en we zullen het huidige regime nog lang moeten volhouden om in veiliger vaarwater te geraken. Gemiddeld werden de afgelopen 7 dagen 13.213 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdere afname van 16% op weekbasis. Indien deze trend aanhoudt, zal dinsdag 27 oktober voorlopig de piek van de tweede golf worden, met bijna of iets meer dan 22.000 besmettingen op 1 dag. Het aantal besmettingen daalt bij alle leeftijdsgroepen onder de 70 jaar. Bij de 70-plussers neemt het aantal besmettingen wel nog toe, maar ook hier minder snel dan voorheen. Verhoudingsgewijs worden de 90-plussers nog steeds het meest getroffen. De helft van de besmettingen vindt plaats bij personen ouder dan 45 jaar. De daling is zichtbaar in bijna alle landsdelen, behalve in de provincie Namen. Daar zien we nog een lichte toename van 4%. In de andere delen van het land zien we dalingen van -7% in Henegouwen en West-Vlaanderen tot -31% in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Laat het duidelijk zijn, ondanks deze dalingen ligt het aantal besmettingen nog steeds ongezien hoog. De besmettingsgraad in België is nog steeds bij de hoogste in Europa, samen met Tsjechië. De cijfers liggen nog steeds het hoogst in Henegouwen, gevolgd door de provincie Luik en dan het Brussels hoofdstedelijk gewest. De ziekenhuisopnames blijven verder toenemen op weekbasis, maar mogelijk is ook hier een kantelpunt in zicht. De voorbije 7 dagen waren er gemiddeld 663 nieuwe opnames per dag. Dat is een beperkte toename van 7% op weekbasis. Na de piek van 879 nieuwe ziekenhuisopnames op dinsdag 3 november lagen de cijfers van eergisteren en gisteren beduidend lager, met respectievelijk 653 en 556 nieuwe opnames per dag. In het Brussels hoofdstedelijk gewest zien we een daling van het aantal nieuwe opnames met 12%, terwijl er in Wallonië en Vlaanderen nog toenames zijn met 3% en 21%, respectievelijk. Het is belangrijk om er u aan te herinneren dat dit patroon ook wordt beïnvloed door het nationale spreidingsplan. Zo is er in Brussel en Wallonië bijna een verzadiging van de capaciteit in de ziekenhuizen, met vele transfers van patiënten naar Vlaanderen. Er liggen nu 7.282 patiënten met COVID in het ziekenhuis en dat is iets minder dan gisteren en eergisteren.
Dit is de eerste keer dat het aantal patiënten daalt in onze ziekenhuizen sinds begin september. Weliswaar gaat het nog steeds om een heel bescheiden daling. Het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt evenwel verder door tot 1428. En dat is nog steeds een stijging van 35% op weekbasis. De overlijdens verdubbelen momenteel om de week. En dat is nog steeds heel snel, maar toch iets minder snel dan enkele dagen terug. Op maandag 2 november werden er 196 overlijdens vastgesteld. Gemiddeld gezien vielen er de afgelopen week elke dag 159 overlijdens per dag te betreuren. En vervolgens zouden we ook nog een oproep willen doen van huisartsen en van ziekenhuizen in verband met de niet-COVID-zorg. Artsen en ziekenhuizen melden ons dat het opvallend rustig is geworden in de praktijk en op de spoedafdeling van de ziekenhuizen voor wat betreft klachten die niets met COVID te maken hebben. Op de spoed lijkt het soms eerder op een rustige zomerdag dan op een typische drukke herfstdag. We vermoeden dat veel mensen wachten om hun huisarts te consulteren of om naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze denken dat er geen plaats of tijd is voor hen. Niets is minder waar. De ziekenhuizen hebben momenteel enkel de niet dringende zorg uitgesteld. U kan er dus nog steeds terecht voor uw klachten of zorgen. De consultaties bij de huisarts of in het ziekenhuis gaan gewoon door. Voelt u een bobbel? Heeft u pijn? Heeft u bloed in de ontlasting? Of een andere klacht? Aarzel dan niet en laat u onderzoeken door uw arts. Er is plaats voor u en het is veilig. Verder geven we, zoals elke vrijdag, ook een update over de situatie in de woonzorgcentra. Het aantal besmettingen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra stijgt nog steeds. Maar ook hier gaat het gelukkig minder snel dan verleden week. Op deze grafiek kan u het aantal besmettingen per 1000 bewoners per week volgen in de woonzorgcentra sinds 22 juni. Zowel in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zien we bijna een verdubbeling van het aantal COVID-gevallen in vergelijking met de week ervoor. Het aantal stijgt wel minder snel. Op 13 oktober hadden in totaal 48 bewoners op 1000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra een COVID-besmetting. De week ervoor waren dat er 25. In Wallonië werden deze week 108 besmettingen op 1000 bewoners vastgesteld en in Brussel 61. Bij de Vlaamse woonzorgcentra heeft momenteel 41% te kampen met minstens 1 COVID-besmetting. Vorige week was dat 31%. In Wallonië is dat momenteel 62%, en in Brussel 53% van de woonzorgcentra. Het aantal COVID-vrije woonzorgcentra neemt dus nog steeds af. Ook het aantal grote uitbraken met 10 of meer gevallen blijft toenemen, zoals u kan zien op deze grafiek. 16% van de Vlaamse woonzorgcentra kent momenteel een grote uitbraak. Vorige week was dat 8%. Dat is dus een verdubbeling. In Wallonië is dat momenteel 26% en in Brussel 16%. Met de toename van het aantal besmettingen in de woonzorgcentra beleeft het personeel een moeilijke tijd. Deze zware taak, in combinatie ook met besmettingen bij het personeel zelf, heeft helaas tot gevolg dat meer en meer personeel uitvalt. Veel studenten werken daarom nu als vrijwilliger in verschillende zorgsectoren en in het bijzonder in de woonzorgcentra.
We willen daarmee nogmaals onze steun betuigen aan zowel het personeel in de woonzorgcentra als ook aan de studenten, de vrijwilligers en de mantelzorgers. En tenslotte zouden we ook nog eens een herinnering willen geven rond het correct gebruik van mondmaskers. Zoals u weet zijn mondmaskers een essentieel onderdeel geworden van onze strijd tegen COVID. We beschermen elkaar met behulp van een masker in de klas, in de publieke ruimte en op straat. Toch valt het ons op dat het nog heel vaak verkeerd gedragen en gebruikt wordt. Daardoor kan zo'n masker nutteloos worden of soms zelfs onveilig zijn. Mensen raken het masker bijvoorbeeld in het midden aan, zetten het op en af zonder de handen te wassen, laten het rondslingeren op dezelfde tafel, kast of bureau. Dus hierbij willen we nog een kleine herinnering geven hoe we dit nu correct kunnen gebruiken. Het is best om steeds uw handen te wassen of te ontsmetten voordat u het masker opzet. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer we op straat lopen. En dan is het een goed idee om het masker enkel aan de elastieken vast te nemen of aan de randen bij het opzetten. Gebruik steeds enkel uw vingers om het masker goed over mond en neus te zetten en daarbij raakt u enkel het masker aan de randen aan. Zet het dus niet goed met de volle hand. Zorg dat de randen steeds goed aansluiten. Er mogen geen gaten zitten aan de rand, waarlangs druppels kunnen ontsnappen of misschien zelfs binnenglippen. Denk eraan dat een mondmasker zowel mond als neus moet bedekken. Het is ook geen goed idee om de elastieken te kruisen. Dat veroorzaakt ook gaten aan de rand, waarlangs druppels kunnen ontsnappen. Indien u problemen heeft met het aandampen van uw brilglazen, denk er dan aan dat er goede producten in de handel zijn om uw glazen mee te behandelen. U kan ook raad vragen aan uw opticien. Indien uw mondmasker afzakt, kan u eventueel een knoopje leggen in de elastieken om het beter te laten aanpassen op uw gezicht. Het is heel belangrijk dat u een masker kiest dat comfortabel zit. Indien dat niet het geval is, zoek dan een ander model dat beter zit. Vecht zoveel mogelijk tegen de reflex om aan het masker te zitten of om uw gezicht aan te raken. We doen dat toch vaak onbewust en ook daarom is het belangrijk dat we regelmatig aan denken om onze handen te wassen of te ontsmetten gedurende de dag. Denk er ook aan om uw handen te wassen of te ontsmetten nadat u het masker afzet. Het is ook een goede regel om uw mondmasker slechts 1 dag te gebruiken en elke dag een nieuw of een vers gewassen mondmasker te gebruiken. Vervang het mondmasker ook wanneer het nat wordt, bijvoorbeeld wanneer u buiten in de regen heeft gelopen. En belangrijk, laat een mondmasker nooit rondslingeren. Mensen leggen het masker vaak neer op dezelfde tafel of kast. Daardoor kan die oppervlakte besmet worden en kan het virus van een ander masker op uw masker terechtkomen en uiteindelijk zo uw mond of neus bereiken. Zorg er dus voor dat iedereen thuis een persoonlijke doos of container heeft om het in op te bergen. En als u weggaat, voorzie dan een zak of tas waarin u uw mondmasker kan opbergen wanneer u het niet draagt. Dank u wel. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, depuis quelques jours, nous voyons, je dirais heureusement, les chiffres évoluer dans le bon sens. On peut enfin voir se dessiner le pic de cette deuxième vague. Le nombre de contaminations continue de baisser, très légèrement, mais il baisse, suivi lui aussi des admissions à l'hôpital, qui diminuent légèrement pour la première fois. Cependant, le nombre de patients en soins intensifs continue d'augmenter, heureusement là aussi à un rythme moins rapide. Le nombre de décès est toujours très élevé, mais là aussi il y a un léger ralentissement. Il semble bon que nos efforts produisent leurs fruits
et il devra en produire plus encore dans les semaines qui viennent avec les efforts supplémentaires qui nous sont demandés depuis quelques jours. Cependant, la réelle diminution de la courbe est encore devant nous et pas juste devant nous. Il faut maintenir le rythme actuel d'observation des mesures pendant encore de longues semaines avant que l'on puisse être en relative sécurité. Ce n'est évidemment pas le moment de baisser les bras. Au niveau des chiffres des contaminations, on a eu en moyenne 13 213 nouvelles infections par jour au cours des 7 derniers jours. Comme vous le voyez sur la courbe vert foncé, cette courbe est donc bien en diminution. Il s'agit maintenant d'une diminution de 16% sur une base hebdomadaire. Si cette tendance se poursuit, et bien sûr on croise les doigts pour que ce soit le cas, le mardi 27 octobre, il y a une dizaine de jours, restera le pic de la deuxième vague avec 22 171 infections sur une seule journée. Si on regarde les différentes tranches d'âge, on se rend compte que le nombre d'infections diminue actuellement dans tous les groupes d'âge en dessous de 70 ans. Au niveau des gens de plus de 70 ans, on a encore une augmentation, mais cette augmentation est moins rapide. Par contre, proportionnellement, nous gardons malheureusement les personnes de plus de 90 ans comme étant les plus touchées par la vague actuelle en ce moment. L'âge moyen des patients atteints continue à avancer et il est actuellement de plus de 45 ans. On voit sur cette carte qui a viré du rouge au vert en peu de temps, heureusement, qu'une seule province, la province de Namur, montre encore une discrète augmentation de 4% du nombre de nouveaux cas, alors qu'au niveau de la partie centrale du pays, sur la région de Bruxelles-Capitale et les deux Brabants, on a une diminution de l'ordre d'une trentaine de % et que toutes les autres provinces montrent elles aussi des diminutions significatives. Ce n'est pas parce que ces résultats vont mieux qu'ils sont bons. Ces résultats restent clairement encore trop élevés et nous restons avec la Tchéquie, les champions malheureux au niveau européen du nombre de nouvelles infections. Il y a donc clairement là encore des améliorations qui doivent se dessiner dans les semaines qui viennent. En chiffres absolus, les provinces dans lesquelles il y a le plus de nouveaux cas restent le Hainaut, la province de Liège, suivie de la région de Bruxelles-Capitale. Si on s'intéresse maintenant aux nouvelles admissions, on se rend compte que les admissions à l'hôpital continuent d'augmenter sur une base hebdomadaire, mais que là également, on a pu observer un changement. Au cours des 7 derniers jours, il y a eu en moyenne 663 nouvelles admissions par jour, ce qui est donc une augmentation, mais qui s'est limitée à une augmentation de 7%. Nous avons connu un pic important, un pic de 879 nouvelles admissions ce mardi 3 novembre. Heureusement, les chiffres d'avant-hier et d'hier sont inférieurs, avec respectivement 653 et 556 nouvelles admissions. C'est en région de Bruxelles-Capitale qu'on a la baisse la plus importante, avec moins 12% dans les nouvelles admissions. En Wallonie, on a encore une légère augmentation de 3%. Cette augmentation est plus significative actuellement en Flandre, de 21%. On peut expliquer cette augmentation plus significative de deux manières. D'une part, parce que cette deuxième vague a été plus tardive en Flandre, mais aussi parce que par les mécanismes de transfert de patients entre régions, les régions de Bruxelles et la Wallonie étant presque saturées en soins intensifs, plus de 75 à 80% des lits sont occupés, des transferts significatifs ont eu lieu entre ces deux régions et la région flamande. Actuellement, il y a 7282 patients Covid dans nos lits d'hôpitaux, ce qui est un peu moins qu'hier et avant-hier. C'est la première fois que nous observons ces chiffres, et ainsi 3 jours en suivant, depuis le début septembre. C'est encore peu de choses, mais c'est un indicateur, bien sûr, positif. Au niveau des soins intensifs, la situation n'est pas encore la même. On sait qu'on a toujours un peu de retard par rapport aux soins intensifs, au moins de 5 à 7 jours.
on a une augmentation de 35% sur une base hebdomadaire et nous avons actuellement 1428 patients qui y sont hospitalisés, une soixantaine de pourcents d'entre eux nécessitant une assistance respiratoire. Au niveau des décès, le nombre de décès double actuellement toutes les 2 semaines. C'est évidemment encore beaucoup, mais c'est un ralentissement par rapport à ce qu'on observait encore il y a quelques jours. Ce lundi 2 novembre, nous avons dû déplorer un nombre très élevé de décès, avec 196 décès. En moyenne, au cours de la semaine écoulée, nous avons eu 159 décès par jour. Alors, dans les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, d'abord un thème un peu général de santé. Nous observons, et par les contacts que l'on a, tant au niveau des urgences, des hôpitaux, au niveau des médecins généralistes, que la situation est, je dirais, anormalement calme pour eux. Pas spécialement sur le front du Covid, bien sûr, mais pour le reste, pour les autres types de consultations. Certains services, certaines personnes se trouvent un petit peu en situation d'été, où il y a peu de patients, alors qu'on devrait être en situation d'automne, où plus de gens viennent avec des plaintes diverses. Nous craignons donc, un peu comme en mars-avril, des personnes qui ont des plaintes de perte de poids, de sang dans les selles, d'expectoration purulente avec du sang, par exemple, ne se présentent pas chez leur médecin traitant par crainte. Par crainte soit de ne pas pouvoir y être reçus, soit d'y être éventuellement contaminés. Nous tenons à souligner le fait que, tant dans la première ligne des médecins généralistes qu'au niveau des hôpitaux, il y a de la place pour les personnes qui ont des problèmes de santé autres que le Covid. Et si nécessaire, il y a des lits disponibles pour des hospitalisations autres que le Covid. Ne laissez pas votre santé s'altérer dans un contexte où il y a moyen d'agir maintenant en reportant votre visite, soit chez votre médecin, soit dans des consultations spécialisées. Alors, comme tous les vendredis, nous allons vous donner plus de détails concernant la situation dans les maisons de repos, où la situation se dégrade par rapport aux dernières semaines. Sur ce premier graphique, vous voyez le nombre de nouvelles infections, toutes confirmées, pour 1000 résidents par semaine. Qu'y voit-on? Eh bien, on y voit que dans toutes les régions du pays, nous avons effectivement une augmentation. Nous avons une augmentation qui est de l'ordre du doublement du nombre de cas. Ceci est moins pire, je me permets cette expression, que ce qu'on a déjà connu il y a peu où on triplait, mais ça reste un doublement du nombre de cas. Actuellement, si on compare les chiffres par rapport à la semaine qui a précédé, nous avons en Flandre un passage de 25 à 48 résidents par 1000 résidents qui sont infectés, en Wallonie de 67 à 108 et à Bruxelles de 39 à 61. Cela revient donc globalement à un doublement, comme on vous le signalait. Si on s'intéresse aux maisons de repos dans lesquelles il y a, sur le graphique que vous voyez, au moins un cas ou plus d'un cas, on voit là aussi une augmentation moindre, avec un passage de 31% à 41% en Flandre, 51% à 62% en Wallonie et 43% à 53% dans la région de Bruxelles-Capitale. Le nombre de maisons de repos dans lesquelles il n'y a pas de cas de Covid continue donc à diminuer, et ceci assez rapidement. Si on s'intéresse maintenant aux situations de maisons de repos dans lesquelles il y a des clusters importants, un nombre significatif de personnes, au moins 10 cas, ce que l'on voit sur ce troisième graphique, on se rend compte là aussi que la situation s'est altérée et a augmenté de 50 à 100%, puisque en Flandre, on est passé de 8% à 16% des maisons de repos, en Wallonie de 15% à 26%, et à Bruxelles un peu moins de 11% à 16%. Ceci met donc le personnel des maisons de repos sous pression importante, et on en est bien conscient, d'autant plus qu'en addition à la charge de travail qu'il y a dans la maison de repos elle-même, ils ont, comme nous tous et comme les gens dans les hôpitaux, à gérer des problèmes de santé personnelle et de santé de leur entourage avec des quarantaines et des isolements. Il est heureux que ces derniers temps, du personnel dégagé soit de l'armée, soit des étudiants, soit des volontaires, aient pu venir les aider, et nous les remercions pour cet appoint tout à fait important.
Pour finir, nous allons aborder, j'ai envie de dire pour la xème fois, mais je pense que ça reste nécessaire, le thème des masques. Alors les masques, on le sait, sont maintenant depuis des mois devenus une valeur sûre dans notre aide, dans certaines circonstances, pour lutter contre la propagation du virus. Elle est essentiellement, vous le savez, dans le milieu extérieur, que ce soit en rue, comme à Bruxelles-Capitale, ou dans les circonstances comme les magasins, par exemple, toutes circonstances, en l'occurrence, où la distance de sécurité de l'ordre d'1,50 m ne peut pas être en permanence garantie. Pourtant, nous remarquons tous, si on nous rapporte sans arrêt, le fait que les masques continuent, mois après mois, à être mal mis et mal manipulés par un certain nombre, certains diraient par un nombre certain de personnes. Les mettre mal, les manipuler de manière inadéquate, les rend d'une part nettement moins efficaces et d'autre part, dans certaines circonstances, peuvent poser un problème de santé. Alors, je pense qu'il est important de dire qu'un masque devrait s'appeler plutôt un masque facial qu'un masque buccal, puisque globalement, nous respirons par le nez et par la bouche, nous expirons par le nez et par la bouche, et donc le masque doit évidemment, par simple bon sens, couvrir ces deux orifices, le nez et la bouche. Nous voyons trop de personnes dont le nez dépasse significativement et de manière persistante du masque. Le masque doit avoir une bonne coalescence avec la peau et ne pas laisser bâiller de larges espaces, ce que l'on voit assez souvent, peut-être plus souvent avec des masques en tissu que dans les masques chirurgicaux, sur le côté, par lequel l'air peut s'échapper et entre autres des micro-gouttelettes pourraient s'échapper. Et d'autre part, on voit des manipulations un peu hasardeuses des masques eux-mêmes. Donc, un petit briefing à nouveau. Lorsque vous mettez votre masque et que vous êtes chez vous, par exemple, au travail, eh bien, il y a toujours moyen de se laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Faites cela, comme ça vous avez des mains qui sont non porteuses de virus, avant de mettre votre masque. Chaque fois donc que possible, on se rend compte que dans certaines circonstances, c'est un peu plus complexe. Lorsqu'on prend le masque, on ne l'attrape pas à pleine main, mais on le saisit par ses élastiques ou par ses rubans. Et si on le saisit par des rubans, entre autres pour des masques en tissu, on va commencer par apposer son masque convenablement au niveau du visage, au-dessus du nez, à fixer les rubans du haut au niveau du crâne, à tirer le masque vers le bas pour qu'il passe en dessous du menton avant de fixer les rubans du bas. Si le masque est avec des élastiques, vous allez prendre le masque par les élastiques et vous allez le poser sur le visage en passant les élastiques autour de vos oreilles. Il est clair qu'à ce moment-là, il faudra réajuster le masque correctement. Vous le ferez en prenant le bas du masque, le bord du masque avec deux doigts pour bien le tirer sur le menton, bien le monter sur le nez et pincer la petite attache qui s'y trouve probablement. Évitez donc de le manipuler à pleine main, comme évitez de toucher votre visage. Nous avons tous cette tendance, inconsciemment, de toucher plusieurs fois par minute notre visage, avec ou sans masque d'ailleurs. Peut-être un peu moins avec masque, mais on le fait malgré tout. Et ce faisant, on contamine éventuellement tant nos mains que notre masque, ça peut se faire dans les deux sens. Donc essayez effectivement de diminuer cette espèce d'automatisme que nous avons et diminuer les risques de porter ainsi des microbes au niveau des mains en vous lavant les mains fréquemment. On l'a dit de multiples fois. Les mains ne sont probablement pas le vecteur majeur, surtout actuellement, avec les mesures que l'on prend, mais elles restent un vecteur potentiel. Profitez de chaque occasion d'un lavabo ou de gel hydroalcoolique pour vous laver ou désinfecter les mains. Ça ne fera pas de tort à vos mains et ça ne peut faire que du bien à votre santé. Quelques petits conseils quant à l'emploi des masques. On voit parfois un peu trop souvent la même personne toute la semaine avec le même masque éventuellement très coloré. Bien sûr, certains ont peut-être 5 ou 6 masques semblables et très colorés, mais nous craignons que souvent ce soit le même masque simplement qui soit employé, réemployé et réemployé jour après jour. Ce n'est pas une bonne chose, un masque est là pour au maximum, dans des conditions paisibles d'emploi, une journée d'emploi. Conditions paisibles d'emploi, c'est vous ne parlez pratiquement pas, vous ne transpirez pas, vous ne toussez pas, le masque n'est pas mouillé par de la pluie ou par des expectorations par exemple. Dans des cas d'emploi plus intensifs, un masque va s'employer pendant 4 heures.
Et presque par définition, dans les circonstances que nous connaissons actuellement, avec de la pluie par exemple, pas aujourd'hui mais d'autres jours, un masque mouillé ne filtre plus convenablement et doit être remplacé. Ne laissez pas traîner votre masque n'importe où. Déposez-le soit comme nous le faisons ici sur un petit morceau de papier ou de plastique qui est dédié à cela. Mettez-le dans une enveloppe. On l'a assez dit lorsqu'on a discuté des repas à domicile. Mettez-les dans une boîte, mais ne les mettez pas n'importe où, au point que vous ne savez plus très bien où il est en boule quelque part. Ça, ce n'est pas une bonne manière de gérer le risque potentiel des microbes qui s'y trouvent. De manière très pragmatique, on voit aussi des gens qui croisent les élastiques, qui ont les élastiques qui sont mis ainsi effectivement croisés. C'est peut-être plus pratique pour que le masque se rapproche de votre visage, mais dans un nombre significatif de cas, cela fait bâiller le masque sur le côté. Et donc ceci n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux essayer de faire un nœud dans vos élastiques de manière à le rapprocher du visage, si la conformation de votre visage ne correspond pas à celle de la plupart des masques. Une des bonnes solutions aussi, c'est de gérer votre masque en fonction du confort qu'il vous apporte. Si un masque ne convient pas bien, si un masque gratte, si un masque bâille, eh bien il faut changer de masque. Il faut trouver un masque qui vous va bien, comme vous portez, des vêtements qui vous vont bien. Et je pense qu'actuellement le masque, pour un certain temps, est devenu un vêtement. Il faut le porter dans des bonnes conditions qui soient agréable et surtout qu'il lui donne une efficacité. Et l'efficacité, je le redis, c'est qu'il couvre le nez sans tomber, qu'il couvre le menton, qu'il ne soit pas ouvert sur le côté et qu'il ne vous gêne pas au point que vous y chipotiez sans arrêt. Merci beaucoup. Goedemorgen. Deze persconferentie op vrijdag 6 november is een beetje een speciale editie. Het is namelijk de 100ste persconferentie. Al sinds maart geven we duiding bij de actuele situatie en bij de maatregelen. Via verschillende kanalen, de referentiewebsite info-coronavirus.be, het informatienummer, de sociale media en dus ook al 100 keer via dit persmoment. Ook de komende weken blijven we deze inspanningen verder zetten. Normaal is er rond getal een heugelijke gebeurtenis. Helaas zijn er momenteel weinig redenen om verheugd te zijn. Want ondanks het feit dat er een aantal voorzichtig positieve elementen zijn waar te nemen in de verschillende curves, blijft de situatie in de ziekenhuizen zeer zwaar. De ziekenhuizen en het zorgend personeel zetten alle zeilen bij om iedereen de nodige zorg te kunnen blijven geven. Aan de inzet van het zorgend personeel zal het zeker niet liggen. Hun engagement is meer dan bewonderenswaardig. Net zoals de inzet van de vele vrijwilligers die zich de laatste dagen hebben aangemeld. Maar de toestroom van nieuwe COVID-patiënten blijft hoog, te hoog. Dit aantal moet snel en drastisch minderen. Dit kan enkel als we op een solidaire manier de maatregelen naleven en dit ook volhouden. Het is immers niet voldoende dat de cijfers een beetje dalen. Om de ziekenhuizen en het personeel de noodzakelijke ademruimte te geven, moet het aantal opnames ferm naar beneden. Dit zal niet van de ene op de andere dag een feit zijn. Deze gestage afname zal zich enkel aftekenen als we de komende weken de regels solidair blijven respecteren. Wat wel heugelijk is, is het feit dat we vaststellen dat het overgrote deel van de mensen zich bewust zijn van de ernst van de situatie en hun verantwoordelijkheid ook opnemen. Net zoals tijdens de periode maart-april zoeken mensen naar een veilige manier om zich te ontspannen. Zo registreerde Natuurpunt 30% meer bezoekers in natuurgebieden in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor kan het op sommige locaties, zoals natuurparken, druk worden. En dat voornamelijk tijdens het weekend. Dit weekend voorspellen ze bovendien ideaal wandelweer, waardoor het druk kan worden in bepaalde populaire bossen, parken of provinciale domeinen. Trek je er dit weekend op uit, zorg dan steeds voor dat je de fysieke afstand die 1,5 meter kan respecteren en vermijd ook de samenscholingen. Kies bij voorkeur een minder populaire bestemming. Zoek eens nieuwe, alternatieve bestemmingen uit. Die zijn er absoluut voldoende.
In dit kader vraagt de minister van Binnenlandse Zaken aan de lokale overheden om aandachtig te zijn voor locaties waar veel volk wordt verwacht en om indien nodig de nodige maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in provinciale domeinen, natuurparken of populaire bossen. De cijfers tonen aan dat we stilaan op de goede weg zitten. Maar enkel met een langdurige collectieve inspanning zullen we erin slagen om de kracht van het virus grondig te doen afnemen. Met één team van 11 miljoen mensen staan we sterker dan een weerbarstig virus. Alvast een prettig en vooral veilig weekend gewenst. Dank u wel. Bonjour. Cette conférence de presse du vendredi 6 novembre est un peu particulière car il s'agit de la 100e conférence de presse depuis le mois de mars. Depuis le début de cette épidémie, nous avons voulu vous parler directement, vous expliquer ce qu'est ce virus, comment l'épidémie évolue, quelle est la situation dans les hôpitaux et quelles sont les mesures prises pour lutter contre ce virus et ce que vous pouvez faire, vous, pour agir. Différents canaux d'information sont utilisés, le site de référence info-coronavirus.be, le numéro d'information, les médias sociaux et donc ces conférences de presse. Et nous poursuivrons ce travail d'information indispensable dans les semaines à venir. Normalement, un chiffre rond, cela se célèbre. Nous nous abstiendrons, car malgré le fait qu'on peut observer un certain nombre d'éléments prudemment positifs dans les courbes de ces 3 derniers jours, la situation dans les hôpitaux, les maisons de repos reste préoccupante. Les heures, les jours à venir restent difficiles pour notre système de soins. Le personnel soignant fait tout ce qui est possible pour continuer à donner à chacun les meilleurs soins nécessaires. Merci vraiment à pour l'engagement du personnel soignant. Leur engagement est admirable, tout comme celui des nombreux bénévoles qui ont été nombreux à se proposer ces derniers jours. L'afflux de nouveaux patients atteints de Covid-19 reste élevé, trop élevé, et ce nombre doit être réduit rapidement, drastiquement, durablement. Ne nous contentons pas de la petite baisse constatée aujourd'hui, il faut qu'elle se poursuive, pour permettre aux hôpitaux, aux maisons de repos, au personnel de soins de souffler. Cela ne sera pas du jour au lendemain. Nous observons une baisse constante uniquement si on respecte les règles dans les semaines à venir, qu'on maintienne notre mobilisation à tous. Ce qui est réconfortant, c'est que nous pouvons constater que la grande majorité des personnes est consciente de la gravité de la situation et prend ses responsabilités. Tout comme pendant la période du printemps, nous cherchons à nous détendre pendant ces vacances d'automne, mais de la manière la plus sûre possible. Et par exemple en se retrouvant à l'air libre pour ces activités. On constate, peut-être que vous le constatez également, qu'on se retrouve donc nombreux dans les parcs, dans les réserves naturelles. C'est un petit peu le revers de la médaille, puisque par conséquent, certains de ces endroits, même des réserves naturelles assez grandes, peuvent se retrouver très fréquentés, surtout le week-end, et aux abords des infrastructures communes, on pense aux entrées, aux parkings ou à des passages plus restreints. Les prévisions météo pour ce week-end sont idéales pour aller se balader, profitez-en, mais nous serons sans doute nombreux à vouloir rejoindre le même parc, le même Ravel, la même forêt de Soignes, les Fagnes et j'en passe. Veuillez à toujours respecter vos distances et à éviter de vous retrouver rassemblés au même endroit. Choisissez de préférence une destination plus insolite, moins connue. Vu cette problématique, la ministre de l'Intérieur a également passé le mot aux autorités locales pour qu'elles veillent à gérer la situation si c'était nécessaire à ces endroits les plus fréquentés. Les chiffres communiqués aujourd'hui montrent que nous sommes au tout début de ce qui pourrait être la bonne voie, mais ne relâchons pas notre mobilisation. Ce n'est qu'avec un effort collectif que nous parviendrons à freiner durablement la progression du virus. En abordant ce défi comme une équipe soudée de 11 millions de citoyens, nous serons plus forts. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de questions de la presse, donc il me reste à vous souhaiter de passer un bon week-end. Restons conscients, restons prudents, mobilisés, en soutien au personnel de soins, en soutien aux personnes les plus fragiles. Merci.